Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde sur Toby Loneliness et son adaptation. Alors, je suis ravi de vous présenter et d'accueillir un petit Larsen, non, à tout seigneur, tout honneur, l'auteur de l'œuvre Toby Loneliness, Timothée de Fontbelle. Timothée de Fontbelle, donc romancier, mais aussi explorateur de tiroirs et chasseur d'enfance, comme on le verra tout à l'heure. Un petit peu à côté, la productrice scénariste Delphine Maury, de Tant Mieux Productions, scénariste des Grandes Vacances, auteur des Grandes Vacances et productrice d'En sortant de l'école, bien connue ici à Fontevraud, puisque vous pourrez en voir ainsi des concerts demain. Et donc réunisseuse de talent, mais aussi d'amateurs de pommes. Très bonne tarte aux pommes, Delphine Maury. Pierre Siracusa à mes côtés. Pierre Siracusa, France Télévisions, animation. Peut-être tu vas en dire plus parce que je ne suis pas très fort avec les titres de France Télévisions. On s'en fout un peu, non? On s'en fout. C'est Monsieur Animation de France Télévisions. Voilà. Qui donc, France Télévisions, s'est associé à la production de Toby Loneliness, à son développement. Et vous allez nous parler de votre implication. Et puis les auteurs réunis donc, par Delphine autour du projet de Toby. Donc des auteurs littéraires, Anne-Claire Lehambre, scénariste dans l'animation, par exemple pour Le Petit Prince, pour Heidi, des formes longues avec de l'aventure, des histoires fortes, mais aussi ancienne éleveuse de chiens, je crois, non? Tu aimes les animaux, les chevaux, tout ça? À ses côtés, nous avons Marie de Banville, scénariste pour des formes d'animation un peu déjantées, souvent, Plancton Invasion, Mandarine & Co, etc. Et puis tu es la mère, la mère adoptive de 142 enfants, les Crumpets, sur Canal+, dont tu as fait la direction d'écriture. À la réalisation, nous avons Camille Thierry. Camille Elvis, oui, mais il m'avait dit Camille, ça passe. Non, bon, Camille Elvis, très bien. Voilà, qui est donc réalisateur sur le projet, après un parcours chez Je suis bien content, un cours qui s'appelle Inutchuk, voilà, et ancien élève de la Poudrière, qui a collaboré avec Rémi Chaillet, et voilà, qui sait aussi très bien imiter Elvis. Et enfin, last but not least, nous avons Sébastien Cosset qui est venu ici en tant que Kerasquette, même si une moitié seulement est ici. On verra si c'est celle qui parle, voilà. Et donc un duo d'auteurs graphiques, auteur notamment de Miss Patouche, des Tchouk, une série qui est en cours actuellement pour des plus petits. Voilà, des auteurs aussi qui font beaucoup d'illustrations dans un style très délicat. Et tu m'as dit que voilà, l'essentiel dans un duo, c'était de trouver l'étincelle pour faire démarrer le convoi. Donc on espère que l'étincelle sera aussi avec nous pour cette présentation. Voilà. Donc nous sommes un grand panel, mais chacun a vraiment plein de choses à dire. Je vais commencer quand même par le commencement avec voilà, Toby Loneliness, c'est une œuvre qui a une dizaine d'années, mais dont le succès ne se dément pas, qui est adorée par les jeunes lecteurs et les moins jeunes lecteurs dont je fais partie. Et donc peut-être quelques mots pour nous raconter l'histoire ou nous présenter Toby, Delphine. Bon, c'est vraiment pas facile ce que je vais faire parce que donc comme vous voyez, Toby Loneliness, c'est ça. C'est un gros livre. Je vais vous en parler en 19 secondes. Avec Timothée à côté en plus, donc c'est vraiment super décontracté. Une bonne question. Y en a ici qui savent de quoi ça parle, Toby Loneliness? Bon, d'accord. Bon, alors... donc d'abord, il faut s'imaginer un grand arbre, un très grand arbre, tout seul, au milieu d'une prairie. Et dans cet arbre vit tout un peuple d'humains qui font en gros 2 mm de hauteur à peu près. Et dans ce peuple-là, il y a un petit bonhomme qui s'appelle Toby Loneliness,
que dans l'aventure, on suit de ses 7 ans à ses 17 ans à peu près, mais là, il a une dizaine d'années et il fuit son peuple qui veut l'attraper ou l'assassiner, on ne sait pas très bien pourquoi, apparemment lui non plus. Et l'histoire qu'on va raconter, c'est celle de cet enfant qui fuit dans cet arbre, notamment parce qu'il est le fils de Simlolnès, qui est le plus grand savant de cet arbre et qui a compris que cet arbre était vivant et qui a matérialisé cette découverte dans une petite boîte qui s'appelle Balaïna et qui a le pouvoir d'avancer toute seule grâce à la sève de l'arbre. Et dans cette société pré-industrielle, une telle découverte suscite beaucoup d'espoir. Et Sim, dans sa grande sagesse, a décidé de ne pas livrer le secret de Balaïna aux sages de l'arbre. Et pour cette décision, qui protège l'arbre en fait, il est mis en exil, puis peu à peu, quelques temps après, enfermé, condamné à mort, parce que dans l'arbre monte une sorte de tyrannie menée par un homme qui s'appelle Joe Mitch. Et c'est troublant quand on le lit 12 ans après la sortie du livre, mais Joe Mitch ressemble terriblement à Donald Trump. Non mais c'est vrai, parce que si on lit des passages vraiment de description de Joe Mitch que Timothée a écrit de façon très visionnaire il y a 12 ans, c'est exactement ce sale type-là. Donc vous pourrez comprendre qu'une sorte de gros industriel assez infatué, quand il comprend qu'il va pouvoir développer une machine pour rendre la vie des gens apparemment plus simple, rien ne l'arrête. Et d'ailleurs, un des premiers trucs qu'il fait quand il prend le pouvoir dans l'arbre, c'est de creuser une grande frontière au bas de l'arbre. Pourquoi ? Parce qu'il est persuadé que les petits humains qui vivent dans la prairie, qui font aussi 2 mm, qui s'appellent les pelés, doivent rester en bas dans la prairie. Donc dans cette société qui évidemment ressemble pas mal à la nôtre, il y a tout un fantasme sur les pelés qui vivent en bas. Là, j'ai pas beaucoup parlé de Toby, mais c'est, comme vous l'imaginez, c'est une immense saga. C'est l'histoire de cet enfant qui parce qu'il est porteur de beaucoup de choses, va devoir fuir, et sans le savoir et sans le décider, va sauver cet arbre et son peuple. Et je le dis juste là parce qu'après peut-être je vais plus trop parler, mais un des trucs qui est fascinant, il y a énormément de choses fascinantes dans cette œuvre. Là, quand je la décris comme ça ressemble autant à une saga politique qu'à une sorte de fresque écologique. C'est pas du tout ça qui m'a bouleversée, moi, quand je l'ai lu il y a 12 ans. Ce qui m'a bouleversée, c'est que ça parle d'amour, qu'il n'y a absolument pas de magie, que ce sont des humains qui n'ont pas des oreilles pointues, et que, en gros, tout est sous-tendu par l'amour. Et l'amour, voilà, des humains, l'amour dysfonctionnel dans les familles, nos amis qui deviennent nos meilleurs ennemis, etc. Et c'est un magnifique moteur. Et donc, c'est toutes ces raisons qui font que quand on a eu l'occasion, à tant mieux, de pouvoir prendre une option sur les droits pour adapter Toby Loveless en série, eh ben, on y est allé vraiment avec tout notre cœur, et qu'on a décidé très vite, pour ne pas couper les ailes de cette œuvre, d'en faire une série de 13 épisodes de 52 minutes, parce qu'il n'était pas question qu'on mutile aucun des personnages de cette aventure-là, parce que un des trucs que j'aime particulièrement dans l'écriture de Timothée, c'est que c'est un amoureux des personnages secondaires, et il donne sa place à tout le monde, et qu'il n'est pas question qu'on perde une miette de ça. Voilà. Maintenant, c'est à vous. Merci Delphine. Alors, je vais revenir à Timothée, parce qu'effectivement, tu parlais d'envie de respecter l'œuvre, les personnages secondaires, enfin tout ça. Du côté de Timothée, je vais citer une phrase de son dernier livre qui s'appelle Neverland, qui est vraiment très très beau, très personnel, et où tu dis que tu essayes d'attraper l'enfance pour la tenir et la montrer aux autres.
Et c'est un petit peu ce que tu fais à travers tes œuvres, à travers Toby Lowness, Van Gogh, etc. Qu'est-ce qui, du coup, t'a donné envie à nouveau la montrer aux autres sous une autre forme? Le désir des autres. Je pense qu'on est... on ne peut pas résister à d'autres envies. Moi, si je l'ai écrit comme un livre, c'est que pour moi, c'était un roman. Sinon, j'aurais écrit un scénario, sinon j'aurais écrit ou un scénario de bande dessinée. Donc, il fallait que ça vienne du désir d'autres et d'autres créateurs. Pour moi, il fallait que ce soit des créateurs qui s'en emparent. Et il fallait ensuite une confiance aveugle. J'ai travaillé un petit peu sur les grandes vacances, à un moment en renfort. Et ça a été une expérience extraordinaire. Et ça a été une rencontre vraiment avec Delphine comme avocate de l'âme d'un projet. J'ai vu ça parce que je l'ai vu ensuite sur les écrans. Et j'avais vu bien avant comment elle en parlait, et c'était exactement ça. Elle avait tenu bon les rênes de son projet, elle n'avait lâché devant rien. Et évidemment, quand elle m'a dit, à un moment où les droits se libéraient, parce qu'il y a eu d'autres projets qui, eux, pour le coup, j'étais un peu le troisième, la dernière roue du carrosse, parce que je me laissais faire. C'est un gros projet américain autour de Toby, de long métrage en images réelles. Je m'étais dit plus jamais ça, et là je me suis dit encore, j'en veux encore. Quand Delphine m'a dit qu'elle avait envie il y avait d'autres propositions, mais là il y avait cette personne devant moi que j'avais vu défendre un projet et son esprit. Ça ne veut pas dire du tout le figer. J'ai vu aussi ce projet évoluer. Mais l'esprit était le même. Donc, moi, ce qui m'excite au plus haut point, c'est vraiment que d'autres prennent ça et en fassent comme les lecteurs le font. C'est pour ça aussi que j'écris du roman. C'est parce que l'écriture du roman est prolongée à 80%, c'est une création du lecteur. Moi, c'est d'ailleurs toute la difficulté de l'adaptation, on va en parler. C'est que je dis exactement ce que j'ai envie de dire et rien d'autre. Et je laisse plein de choses dans l'ombre et tous les trous sont comblés par les lecteurs. Et tout ça est un jeu de passe-passe, une arnaque absolue, un jeu d'illusion, de faire croire que tout ce monde est cohérent, alors qu'il y a plein de choses que je ne dis pas, et qu'il y a l'hypnose de l'écriture, qui est le seul travail de l'auteur, c'est de faire croire. C'est pour ça que j'écris des romans, c'est qu'à aucun moment, j'ai quelqu'un qui, quand je pitch le truc au début, me dit bah non, ça on va pas y croire. Ou pire, ils vont pas y croire. Ils vont pas y croire, ça tient pas. Et moi, je dis, mais bien sûr, heureusement qu'a priori, personne ne peut y croire. Tout l'intérêt pour que ce livre existe un jour, c'est justement de faire croire quelque chose qu'on ne pourrait pas croire, qui a priori n'est pas crédible. Donc c'est là, voilà, je disais arnaque, cette illusion, cette prestidigitation, parce que c'est très manuel comme travail d'écriture, qui fait que tout reste à faire une fois qu'on a une histoire comme ça, et que plus on plonge dedans, plus on voit qu'il y a du boulot pour... moi, j'avais vécu ça parce que ça a été illustré, et j'en termine par là. Ça avait été illustré par François Place, immense illustrateur, au moment de la sortie du livre, et c'est toujours dans le livre, et qu'il me demandait de temps en temps, qu'est-ce que c'est ? Il m'appelait, qu'est-ce que c'est un moucheur de larves ? Et là, je disais, je t'entends pas bien, je ne t'entends pas bien. Et je raccrochais. On n'est pas dans les années 50, là, tout d'un coup, mon téléphone n'avait pas... Je t'entends pas bien, et je raccroche. Je ne voulais pas le savoir. C'était à lui de voir ce que c'est qu'un moucheur de larves. Je décrivais un peu ces grands trucs qu'on essore là, après avoir mouché la larve pour pouvoir... Mais c'est tout, je n'en disais pas plus. Et donc, je suis plutôt du genre bricoleur, plutôt... Et penser que d'autres vont bricoler avec mon matos, là, ça me fait très plaisir. Si c'est des gens bien. Si c'est des gens bien, et c'est le cas.
Alors peut-être avant de donner la parole à Pierre, qui va nous apporter son point de vue aussi de comment France Télévisions s'est associée à ce projet, je rebondis sur ce que vient de dire Timothée. Est-ce que vous êtes des gens bien et est-ce que et voilà, votre première approche de Toby Loudness en tant que scénariste, on développera peut-être plus tard voilà, tout le travail de découpage de tout ça, mais enfin voilà, première approche de Toby Loudness, comment ça se passe, vous connaissiez le roman et voilà. Alors, moi, c'est curieux, en fait, c'est-à-dire que j'étais en pleine réunion syndicale avec le syndicat des auteurs de BD, et j'ai un coup de téléphone qui s'affiche sur mon téléphone, et je vois Delphine Maury. Je me dis, mais pourquoi elle m'appelle ? Et en fait, Delphine, c'est quelqu'un avec qui j'aurais rêvé de travailler. Donc, j'ai quitté la réunion et je suis partie. Ah, je peux pas parler. On respire tous ensemble, on fait des exercices de respiration avec nous. Voilà. Non, c'est trop d'émotion, Toby. Voilà, c'est trop d'émotion. Donc, voilà, première approche. Alors voilà, peut-être le contact avec Toby, c'est effectivement comment on travaille avec un producteur, une productrice. Mais c'est aussi des bouquins qu'il faut. Voilà, hein, on a respiré, tout le monde a suivi. Voilà, un peu d'eau. C'est très émouvant, Toby Loudness. Parce que tout ça, j'ai dit à personne. C'est un coming out. Bon. En fait, j'étais en train d'écrire une œuvre personnelle. Et quand j'écris une œuvre personnelle, j'aime parler à personne. Et j'avais un pote, en fait, qui était en fait la personne avec qui je parlais à ce moment-là, quand j'arrêtais d'écrire. Et c'était Toby Loudness. C'était un hasard total. En fait, Toby était mon copain, était mon confident et la personne avec qui je pouvais discuter quand j'écrivais. Voilà. Alors, pour ma part, ça ne s'est pas passé comme ça. Je ne parlais pas à Toby Loudness parce que je ne le connaissais pas encore. Maintenant, je lui parle beaucoup, mais non, c'est Delphine qui m'a vraiment transmis. Je crois dans les 10 premières minutes de notre rencontre, elle m'a transmis son amour pour Timothée de Fontbelle, Toby Loudness, Van Gogh. Enfin voilà, je crois que quand on s'est rencontrés, on a parlé littérature dans la minute qui a suivi environ. Donc il y a eu tout de suite Toby Loudness qui est « Je rêve un jour, s'il y a une œuvre que je veux voir, sur laquelle j'aimerais travailler, etc. » C'est Toby Loudness. Donc c'est passé du temps, il y avait... et puis les choses ont avancé jusqu'au moment où effectivement Toby Loudness est arrivé de plus en plus près. Et donc j'ai lu Toby Loudness, je suis tombée en amour aussi de cette langue, de cette histoire. Et puis, je ne sais plus exactement, mais Delphine m'a proposé de m'attaquer à l'adaptation, qui était encore un projet, vraiment c'était déjà déterminé sur quel axe on pouvait choisir pour une telle richesse, sur quel axe central on allait se baser. On va pas rester 50 heures sur la Genèse, mais d'ailleurs, j'ai jamais rêvé de faire Toby Loudness. Dès que je suis rentrée dans l'anime, dès que je croisais un producteur chouette, je lui disais mais tout le monde râle sur l'adaptation et tout ça. Il n'y a pas que les BD, mais j'offrais Toby Loudness à tous les producteurs que j'aimais bien en fait. Et je pense que je l'ai offert à Pierre il y a 9 ans ou il y a 8 ans. Enfin, c'est comme ça, mais j'ai jamais rêvé que je pourrais un jour m'en occuper. Vraiment, enfin, c'est un pur hasard. C'est arrivé très tard. C'est quand on s'est revus après les grandes vacances et tu m'as dit ah au fait les droits de Toby Loudness se libèrent. Mais là, j'étais devenue productrice. Alors je me suis dit bon je l'ai offert à tour de bras, personne s'en occupe, j'y vais quoi. Je rebondis du coup, peut-être que je vous redonnerai la parole bien sûr, mais donc Pierre, on t'a offert Toby Loudness. J'ai fini par le lire. Et
non, mais après, je pense que c'est peut-être plus intéressant de parler de ce que nos amis font maintenant. Voilà, on parlait hier de désir. Je pense qu'il est d'une telle évidence sur un projet comme celui-là que la question pour nous, elle était, est-ce qu'on peut participer et donner les moyens, pas seulement financiers, mais d'exposition, justement de cet exercice auquel tu as échappé toi, qui est de première lecture et d'adaptation des intentions à ce que sont les gros tuyaux avec lesquels on a affaire nous. Et il s'est trouvé d'ailleurs de ce point de vue, les grandes vacances ont participé à France Télévisions de ces lignes qu'on a un peu déplacées sur l'interdiction de faire du feuilleton, sur la réalité de ce que peut être une offre animée, pas seulement à destination des enfants, mais aussi à destination de la famille. Je ne vais pas m'épiloguer trop là-dessus, mais on a beaucoup hier senti un sous-texte sur l'animation pour les enfants, c'est pas bien, l'animation pour les grands, on ne peut pas en faire. Vaste débat. On a un peu tendance à penser, nous, que l'animation pour les enfants, c'est bien, et que faire... ouais, c'est bizarre. Et qu'il y a un autre enjeu que celui de l'animation adulte, en tout cas plus à notre portée à nous, gros diffuseurs généralistes, c'est celui de l'animation familiale, à savoir un propos qui a la différence de ce que les Américains font très bien, qui n'est pas un propos avec plusieurs grilles de lecture, plusieurs niveaux de lecture, mais au contraire un propos beaucoup plus universel qui permet non seulement de découvrir et d'aborder pour les spectateurs ensemble des sujets qu'ils peuvent partager. On parlait d'interactivité ce matin, il y en a une qui se passe particulièrement dans le spectacle familial, qui est ce rapport particulier, qui est qu'on n'entretient pas seulement ce rapport avec l'écran classique, mais aussi un rapport avec l'autre, que ce soit le grand, le parent, ou l'enfant pour le parent, mais il y a une espèce de triangulation, pour le dire pompeusement, du regard, et un truc où ce que va chercher l'enfant, c'est ce qu'il partage, les émotions qu'il partage à l'intérieur de ça, les sujets qu'il vient de comprendre en même temps que la personne qui l'accompagne. Enfin bref, voilà, tout ça pour dire que il y avait non seulement du désir, mais il y avait un sujet avec Toby qui nous semblait, dans son universalité, pouvoir nous permettre de développer encore un peu cette question de qu'est-ce que c'est qu'un programme destiné à toute la famille. Dire un mot là-dessus, sur le fait que c'est exactement ce que je vis dans la littérature jeunesse, qui n'est pas que jeunesse, qui est jeunesse, c'est une appellation, mais qui est une littérature qui est lue par toute la famille. J'ai la moitié exactement de mes lecteurs qui sont des adultes. Van Gogh vient de sortir en folio adulte, enfin Gallimard l'a sorti avec une couverture bien austère qui va rassurer les vieux lecteurs. Et ce que je vois, c'est les livres qu'on se pique entre générations, les livres qui sont des carrefours. Je racontais hier une rencontre avec une lectrice, une mère que je voyais espionner sa fille qui venait me voir dans un salon du livre. Une fois que la fille s'en va, la mère vient me voir et me dit l'émotion qu'est ce livre, là c'était sur Van Gogh, sur ce livre qui lui a permis d'avoir les seuls échanges qu'elle a eus depuis 2 ou 3 ans avec sa fille, parce que sa fille, voyant qu'elle lui avait piqué Van Gogh, voyant que sa mère lui avait piqué Van Gogh, venait et dans la cuisine s'asseyait un certain temps sans rien dire pendant longtemps, et au bout d'un temps disait « T'en es où ?» Et ça, ce « T'en es où ?» était un lien, mais pour elle, un feu d'artifice de complicité avec sa fille adolescente. Sa sœur, vous voyez, intéressant l'acte manqué. Et voilà, mais c'est ça ce que je vois, et c'est ce que j'ai vu avec les grandes vacances, moi, en tant que téléspectateur. C'est ces programmes où le grand ado de 17 ans, qui serait peut-être le seul vers lequel c'est pas complètement dirigé, mais qui vient derrière le canapé, et puis qui reste un peu, et puis qui s'assied quand même sur le rebord du canapé, et puis qui commence à glisser légèrement à côté de son petit frère, et ça, c'est un bonheur
extraordinaire. Et c'est quelque chose qui, alors là, qui rejoint de la veillée millénaire du feu de camp, et voilà. Alors c'est vrai qu'il y a dans Toby Loneliness un mélange de thèmes très forts, de quelque chose d'addictif. On utilisait l'expression de page turner aussi. C'est vraiment une épopée avec un personnage qui fugue, qui va revenir en traversant 1000 épreuves. Mais il y a aussi, au détour d'une phrase, des constats, des descriptions qui donnent envie qui sont très très émouvantes, y compris pour un lecteur adulte. Donc, tout ça pour dire qu'il y a énormément de choses, que ce soit en termes d'action, de narration, de thèmes, de différents niveaux de lecture. Et donc, je me retourne vers les scénaristes en charge de l'adaptation. En plus d'une narration éclatée, voilà, d'une temporalité qui balade le lecteur dans le passé, le présent, qui donne des clés au fur et à mesure de la lecture. Voilà, c'est aussi tout ça qui fait le succès de Toby Loneliness, mais alors c'est, à mon avis, ce qui en fait aussi la difficulté d'adaptation. Comment est-ce qu'on répond à tout ça? Comment on adapte tout ça? Déjà, par quoi on commence? Oui. Alors, en fait, l'autre particularité de Toby Loneliness, c'est que c'est écrit dans un très grand, savant désordre chronologique. Donc, ça mélange constamment plusieurs lieux et plusieurs temporalités, ce qui n'est pas vraiment possible en scénario. Et du coup, et puis même nous, pour savoir qu'est-ce qu'on allait raconter, on a eu besoin au départ de réécrire, en tout cas de faire un énorme résumé, un très gros résumé du livre dans l'ordre chronologique. C'est-à-dire qu'on a page à page, on a dit alors ça se passe quand, c'est par rapport à quel moment, et avant que Toby Loneliness, on a tout regroupé en fait en ordre chronologique. Et quand on a fait ça, on a vu qu'il y avait environ une grosse dizaine d'étapes très importantes dans le voyage de Toby Loneliness, dans son aventure. Et c'était des étapes qu'on ne pouvait pas raconter en 26 minutes. C'est des grosses étapes. Et on s'est dit à ce moment-là, bon ben voilà, si on veut raconter Toby Loneliness, il faut le raconter en 10, 11, 12, 13 gros épisodes de 52 minutes. Voilà, ça a été la première chose qui nous est venue. Voilà. Ensuite, cette vision transversale dans l'ordre nous a permis aussi de voir ce qui pouvait manquer, ce qui pouvait éventuellement doublonner, même s'il n'y avait pas vraiment de doublon, mais sur les thématiques, pas sur les personnages, mais sur les grandes thématiques qui étaient abordées, et de commencer à réfléchir à comment on pouvait faire des arches de personnages sur cette grande épopée qui suivait le mouvement entier de l'histoire. Et donc, par moment, commencer à pouvoir inventer ou faire des choix dans la biographie des personnages qui sont importants et qui comptent, pour pouvoir aussi les retrouver dans ces grands carrefours d'évolution de notre personnage, dans sa quête initiatique. Il a des alliés, il a des ennemis, il y a des ennemis qui redeviennent des alliés, il y a des vice-versa. Et donc faire en sorte de pouvoir les harmoniser. Voilà. Et donc, en gros, on a fait des arches d'un peu tout, des thèmes, des personnages, de tout ce qui pouvait se passer. Et la deuxième chose qu'on a fait on a fait en fait une grosse étude de texte. Hein. C'était comme ce qu'on faisait à l'école, mais sur 800 pages. En fait, c'est un peu ça. Hein. On a fait une étude psychologique surtout. Psychologique. C'était pas du tout l'école, là. C'était stylistique, etc. Mais on a fait des fiches de personnages, donc c'est quelque chose que tout le monde connaît quand on travaille dans le dessin animé, dans les bibles, il y a des fiches perso. Sauf que nous, nos fiches perso, pour chaque personnage, je faisais 20 pages. On avait 20 pages par personnage, parce que ce qu'on commençait à faire, c'est de lire et de recopier tout ce qui concernait un personnage, en fait, de relever toutes les occurrences, et ensuite d'essayer de rentrer le plus profondément possible dans le texte, c'est-à-dire pas qu'en surface, de vraiment sentir... Oui. Est-ce que pour que vous compreniez un peu, on présente quand même 2-3 personnages clés de Toby, parce que moi j'ai dit qu'il fuyait et tout ça, donc on a Toby Loneliness, qui est ce petit bonhomme on rentre dans son histoire, il a 11 ans, et puis on va comprendre ce qu'il a vécu quand sa famille s'est fait exiler dans les basses branches de l'arbre, où il a grandi vraiment. Et puis
des années passent et vers 10-11 ans, il remonte dans les cimes d'où il vient, d'où sa famille vient, sa mère notamment, qui est un peu une femme de la haute. Et là, ses parents vont être piégés et lui, il va refuir. Donc, c'est pas que des histoires de on monte et on descend de l'arbre, hein, évidemment, mais c'est un arbre qui est stratifié en classes sociales. Il y a les cimes, il y a le cratère de l'arbre qui est le centre où Joe Mitch creuse, fait creuser ses charançons. Et puis, vraiment, tous les parias, on peut dire les résistants aussi, évidemment, tout ce vocabulaire colle, mais ce ne sera pas exactement ça qu'on raconte, mais vivent dans les basses branches où là, on a des... C'est là où il y a vraiment la forêt de lichen et tout ça. Et puis, bon, il y a les pelés en bas. Donc, Toby, le temps de son exil, entre 7 et 10, il va rencontrer une petite fille qui s'appelle Elisha, qui est le seul enfant des basses branches. Et évidemment, c'est magnifique parce qu'il ne le sait pas, mais il en tombe amoureux, mais... à la façon des enfants, ça commence vraiment par une sorte de coup de cœur amical total. Et donc, Elisha est évidemment très importante dans tout le livre. C'est un être... j'ai beaucoup aimé le travail qu'ont fait Marie et Anne-Claire dès le début parce qu'elles ont qualifié les personnages et elles se les sont partagés, ce qui est hyper beau. Anne-Claire, qui est justement qui est plus naturellement dans ce monde sauvage, elle a pris tous les fêlés. Elle a pris tous les personnages un peu fracasses, un peu plus évidemment abîmés par la vie. Et elle les a aimés. Et donc, les réunions, c'était dingue de les entendre parler des personnages. Et je dis pas que Marie, elle aime que les super-héros, c'est pas vrai du tout, mais elles sont. C'est moi. Mais c'est très important aussi. Je le dis, pour moi, je sais exactement ce que j'ai fait. J'ai fait un vrai casting de scénaristes aussi. Il y a deux êtres là qui sont extraordinairement complémentaires et qui pouvaient justement fabriquer ce ping-pong pour discuter d'une œuvre qui n'est pas la leur, pour en ressortir vraiment les choses les plus importantes. Et donc, on a passé des réus et des réus à discuter des lignes de destin de tous ces personnages et à les comprendre intimement. Et puis, à un moment, on se posait tellement de questions qu'on a invité Timothée on l'a un peu essoré de questions sur ces personnages. Et c'était super. Après, je vous laisse parler, hein, mais c'était génial parce que dans tous ces petits loups qu'elles ont levés dans le détricotage et la chronologie de Toby, ben évidemment, elles ont découvert qu'il y avait des personnages dont l'histoire n'était pas tout à fait terminée ou dont la ligne était peut-être pas si filée que ça. Et du coup, paf, on est rentré dans l'intimité de Timothée, évidemment, parce que c'est une œuvre qu'il porte depuis l'enfance et qu'il a écrit dans la trentaine, c'est ça? Je vous donne juste un autre détail important, on en reparlera, qui est incroyable, c'est que Timothée, il a posé son stylo à la fin du tome 1 de Toby Loveless, quand ta fille est née, c'est ça? C'est cette histoire-là, c'est la nuit de sa naissance. Et puis le livre a été publié. Et puis quand il a commencé à écrire le tome 2, ce qui est quand même dingue, c'est que le livre était imprimé. Et donc, il a fait cette prouesse de jamais relire le tome 1. Même aujourd'hui, quand on lui lit des passages, il se reconnaît, mais enfin à peine. Et il a écrit le tome 2 en ne pouvant rien toucher du tome 1. Et donc, finalement, quand je vois les petits loups qu'elles ont levés, c'est infime par rapport à la prouesse d'écriture que ça a été d'inventer le tome 2 en portant juste en lui la cohérence totale de ce fatras incroyable d'histoires croisées. Et donc j'ai perdu le fil, mais on a fait un boulot extraordinairement psychologique, passionnant, qui n'est pas terminé d'ailleurs. Bon, à vous. Donc beaucoup de travail de découpage, d'analyse chronologique, un nombre de personnages, comme on disait tout à l'heure, principaux et secondaires ahurissants. Une fois que vous avez quelque chose comme ça de mis en forme et qu'on arrive à l'idée d'un 13x52, je me tourne vers Pierre et qu'on voit débarquer comme ça un projet aussi étoffé. Qu'est-ce qu'on se dit qu'il faut y aller absolument, que ça va être coton, comment la chaîne se dit qu'elle va travailler au développement d'un projet comme ça?
Alors, la chaîne se dit que ça sera coton, évidemment, mais alors, pour être transparent, c'est un peu moins formel que ça. Le fait est que Delphine m'a parlé de Toby pour la première fois il y a près de 10 ans, et que j'ai suivi les aventures de Delphine avec Gallimard, et tout ça, et tout ça. Encore une fois, la question pour nous, elle est est-ce qu'on est le bon partenaire pour un projet comme ça? Est-ce qu'on peut avoir la certitude qu'on aura 11 heures d'antenne à proposer au service des intentions, parce que si c'est pour diffuser Toby à 6 heures du matin, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est effectivement ça la question qu'on a nous à se poser. Et encore une fois, les grandes vacances ont été bizarrement un préambule à ça, dans le sens où les grandes vacances ont fait la preuve que ce qui aurait pu n'être qu'un programme jeunesse, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, mais c'est-à-dire un programme destiné aux enfants, exclusivement aux enfants, avec des parents de temps en temps là, le plus souvent pas là, et de toute façon pas plus intéressés que ça à ce que leurs enfants regardent, s'est avéré être un programme d'abord éminemment familial dans sa manière d'être consommé, et un programme qui a été consommé aussi par des adultes seuls. On n'a jamais eu autant de courriers, c'est un truc assez anachronique, du courrier pour les programmes qu'on diffuse, mais on n'a jamais eu autant de courriers de parents, de grands-parents qui faisaient état et de leur bonheur à eux, de spectateurs, et de comment les grandes vacances leur avaient permis de développer, établir même un dialogue avec les enfants ou leurs petits-enfants sur un sujet. Donc les grandes vacances ont établi ça, pour peu que le sujet s'y prête, et qu'on y mette tout le soin et toutes les ambitions et toute la démarche d'auteur véritable à l'intérieur de ça, on peut faire ce qui est pour la plupart des diffuseurs interdits, c'est-à-dire rassembler des publics autour d'un programme animé. Le fait est que sur Toby, on a un sujet qui est peut-être moins évident dans sa logique de transmission, puisque c'était ça la démarche des grandes vacances, mais dont on se dit qu'il est un sujet par son universalité qui va fonctionner. Pardon, je m'étends trop là-dessus, puisque ta question c'était comment on l'envisage, c'est ça? Alors concrètement, ça prend quelle forme la collaboration? La collaboration, en fait, elle vient d'abord d'une intention partagée, de voir comment cette œuvre, dont on a fini par partager l'intérêt, comment elle peut être adaptée. Et le fait est que la première des questions, c'est le format. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a longtemps échangé ensemble sur qu'est-ce que ça peut devenir. Est-ce que c'est du 52 minutes? Est-ce que c'est du 26 minutes? Est-ce que c'est du feuilleton? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est tout ça? Et ça, malheureusement, c'est pas un sujet sur lequel le producteur peut trancher tout seul, parce que la programmation, malheureusement, c'est pas lui qui va la faire. Donc c'est un sujet qu'on a partagé, sur lequel évidemment, tu n'es pas d'accord avec ça? Vas-y, je t'en prie. Mais c'est marrant parce que je trouve que c'est pas tellement une discussion qu'on a. Tout le monde a dit oh là là, 13 x 52 quand même, tout ça. Et puis j'ai dit bah quoi, c'est des 26 x 26. Et puis la réalité, c'est qu'on les écrit en 26 x 26 pour pouvoir tout découper pour vendre ça à qui voudra. Mais on n'est pas plus stressé que ça quand même sur le format, dis donc. La question est pas. Mais je te rappelle. En plus, on dit alors elle est 52, alors ça n'existe pas, alors on va faire des 45 minutes. Ouais. Bon, mais alors elle est 7 minutes de plus de je sais pas quoi qui les paye. Enfin, en fait, non, franchement, sur le format, moi je suis pas très stressée. On va faire bien. On les coupe, c'est des 52 minutes, alors c'est des très belles unités. En fait, on les écrit un peu comme des 26 parce qu'on sait très bien que de par le monde, tout le monde n'est pas branché 52. Mais enfin, il y a des gens qui nous disent c'est formidable, on va pouvoir en mettre 2 52 d'affilée. Il y en a qui nous disent ah ben non, on peut mettre que des 26. Bon, ben, ils le mangeront par petits morceaux.
Non, mais je ne dis pas que c'est un problème, je dis que c'est un sujet. Ah ouais. Je dis que c'est un sujet. Moi, je trouve qu'on discute plus du niveau de violence, en fait. C'est ça, nos discussions âpres. C'est aussi ça. Après, parce que c'est une œuvre qui n'est pas tout à fait... c'est rugueux, quoi. C'est hyper rugueux. Il y a des questions... Moi, je sais que là, on n'en a pas encore vraiment discuté, mais dans Toby, on va avoir 3 grosses discussions. C'est que d'une part, il est poursuivi à mort. Deuxièmement, à un moment, il a quand même très nettement l'envie de se suicider, et il le fait. Et puis, il y a cette histoire bon, il y a un papillon qui se fait torturer à un moment, on ne sait pas très bien ce qu'on va en faire, mais... Et puis, Elisha qui se baigne toute nue dans le lac. Mais, sur le site d'Amazon ouais. US, il y a pas mal de hurlements sur le livre en anglais, justement, avec des listes, scènes de nudité infantile. C'est des vieux pervers certainement qui ont fait ces listes-là. La violence, scènes de torture, etc. Alors qu'évidemment tout ça, c'est contextualisé. C'est la traversée. Mais on parle peut-être des images, peut-être. Ouais, mais en même temps, enfin voilà, juste pour dire que je dis c'est des discussions âpres qu'on n'a pas eues, mais ça va être super de les avoir, et je suis à peu près persuadée qu'on va trouver une façon de tout dire, parce que en tout cas un des trucs sur lesquels bon, après je m'insurge et tout ça, mais c'est que si on se penche sur Toby Loveless, c'est pas pour le transformer en muc et va dans la forêt, et donc on va y arriver, quoi. Enfin, on n'a pas le choix. La question de la violence et du traitement de ce qui arrive à Toby, je pense à l'aborder. Peut-être pour qu'on sache où vous en êtes aussi, d'un simple point de vue factuel. Qu'est-ce que France Télé a demandé à la production, et qu'est-ce que vous produisez, que ce soit puis ça me permettra peut-être aussi de donner la parole à Camille et à Sébastien d'un point de vue littéraire, mais aussi graphique. Voilà, c'est quoi un développement de Toby Loveless concrètement? C'est à moi que tu poses la question. Ouais. Un développement, alors là pour le coup, c'est malgré tout quelque chose qui est relativement classique, notre approche nous du développement, parce que le principe est toujours le même, celui de circonscrire à peu près tous les enjeux éditoriaux d'un projet. Là où c'est classique sur le point de départ, ça ne l'est plus dans les faits, puisqu'on a un projet qui, à plein d'égards, même si ça a l'air simple pour toi, pour nous est un projet un peu déroutant, et dans la manière qu'on a de l'envisager justement, et dans la position un peu particulière qu'on va occuper nous au milieu de tout ça, parce qu'on est les premiers lecteurs, qu'on est ceux qui allons vous pousser à trahir l'œuvre de Timothée, et parce que c'est pas une trahison qui est là pour lui faire dire autre chose, mais justement pour se prêter à l'exercice qui est d'amener du mouvement, d'amener du temps, d'amener des voix, d'amener plein de choses, et de correspondre aussi à une manière justement beaucoup plus passive de recevoir l'œuvre. Donc à partir de là, ça veut dire qu'il faut, et c'était intéressant d'entendre Caroline hier soir parler de ça, elle est vraisemblablement une des auteurs les plus importantes du monde du dessin animé, et pourtant elle revendique d'avoir fait que de l'adaptation, et pourtant ce sont des œuvres très personnelles. Voilà, beaucoup du travail de synthèse et de compréhension de l'œuvre de Timothée et derrière Anne-Claire et Marie. Maintenant, il y a un travail de réappropriation et d'adaptation avec un gros A, qui consiste à recréer une vraie œuvre. Et c'est là que ça se complique. Et c'est là qu'il faut qu'on arrive, nous, à être assez souples dans nos process, dans nos étapes de validation, dans nos étapes de non-validation aussi. C'est-à-dire que un des soucis du diffuseur, c'est qu'on lui envoie des projets et on lui demande un avis. Et le fait est que sur une démarche comme celle de l'adaptation de Toby, il y a des moments où il est préférable de ne pas en avoir, en fait, et de considérer qu'on est sur un objet mouvant dont la réponse va arriver un peu plus tard. Alors c'est de l'inconfort pour le diffuseur, mais je crois que c'est encore plus d'inconfort pour le producteur, et
pour ça, l'enjeu, il est de jouer le jeu et d'être au moins d'accord sur les intentions pour s'assurer qu'on va peut-être réussir l'exercice. D'ailleurs, tu contribues carrément à nous remettre dans l'exigence de ce qu'on raconte. Hein. Franchement, c'est heureusement que Pierre est un premier lecteur hyper exigeant. Oui, Joseph aussi, évidemment, mais Joseph, il est avec nous tout le temps. Joseph Jacquet. Juste, je te donne la parole tout de suite. Vous travaillez sur combien de scénarios en développement ? 3. On doit leur livrer 3 scénarios de 52 minutes complets, l'animatique du premier épisode de 52 minutes, un peu d'anime et toute la bible graphique, les personnages et les dessins des décors. D'accord. Anne-Claire ? Oui, je voulais juste dire que adapter, ce n'est pas trahir. Hein, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour nous, justement. C'est-à-dire qu'on a mis à plat complètement, on a démonté toute la maison de Toby Lollness, on a toutes les pièces par terre et on se demande comment on va faire pour raconter cette histoire le mieux possible et que les enfants soient avec nous du début à la fin, qu'ils comprennent tout ce qu'on a envie de leur dire et qu'ils n'aient pas du tout envie de zapper. Mais par contre, la trahison, c'est quelque chose qui est hyper important pour nous parce que ça veut dire pour nous trahir l'âme. C'est-à-dire qu'on veut bien tout changer, mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas changer, qu'on ne veut absolument pas changer dans ce qu'on adapte, dans ce qu'on raconte, c'est l'âme de Toby Lollness. Alors, je vais devoir rebondir là-dessus. Je vous donne la parole tout de suite après sur le graphisme, parce que je pensais à ce que disait Caroline Liff hier, qui disait justement qu'elle avait compris en adaptant des livres que ce n'était pas en respectant chaque mot qu'elle respectait l'œuvre, mais c'était qu'elle devait faire passer les mots dans le visuel. Donc c'est une transition toute trouvée pour la suite. Mais je voulais dire quelque chose juste avant. Que j'ai oublié, donc on va quand même passer à ça. Voilà, comment traduire les mots visuellement, et là je me tourne, je ne sais pas qui veut parler, Camille ou Sébastien. Camille veut parler. Camille va parler. C'est une question délicate, d'autant plus que moi je viens d'arriver sur le projet là, il y a très peu de temps, donc je me retrouve sur scène alors que j'en suis aux prémices. Mais ceci dit, c'est pas mal parce que je peux vous montrer tout ce que j'ai vu en arrivant. Effectivement, moi je me retrouve avec dans les mains un roman. Et son pendant en scénario, et après tout un monde, tout un univers qui est différent dans la tête de chacun et qu'il va falloir créer. Alors graphiquement, sur la langue et sur les mots de Timothée, il y a aussi une volonté d'écriture qui est très intéressante, de reprendre presque tel quel des passages du roman avec un narrateur. On va avoir un narrateur en voix off. Donc pour garder la poésie du texte. Et puis au niveau de l'image, la production a fait le choix d'appeler donc Sébastien et Marie, choix avec lequel je suis tout à fait d'accord. Ça tombe bien, tu n'avais pas le choix. Donc tu peux rester en fait. Donc on va parce qu'il y a un écran qui est là depuis tout à l'heure avec pas grand chose, on va vous montrer des images. Mais oui, du coup, se posent plein de questions et voilà, il va falloir les résoudre. Je sais pas, c'est nul. Non, mais en fait, je t'ai surpris hier. J'ai vu que tu profitais de la présence de Timothée pour lui poser plein de questions dans les couloirs de l'abbaye. Là, on se promenait. Et en fait, je l'entendais qui disait oui, mais alors du coup, la perspective, est-ce qu'il voit les étoiles ou est-ce qu'il les voit pas? Est-ce que parce qu'il voit le bout du champ et ça. Ouais. En fait, tu travailles déjà. On en est là. Ouais. Voilà. C'est surtout de dire qu'on en est là. Enfin, au niveau du développement visuel, on en est au début. Nous, on vient d'arriver. Alors, il se trouve que Toby Lollness, c'est un livre que j'avais lu avant qu'on m'appelle pour l'adapter, ce qui n'est pas toujours le cas parce que j'ai vraiment pas lu tous les livres qui sortent. Bon, donc il s'est trouvé que ce livre, non seulement je l'avais lu, mais je l'avais dévoré, adoré, et que je l'avais imaginé dans ma tête, enfin comme toujours sauf que moi j'avais été un tout petit peu plus loin, déjà j'avais commencé à faire des croquis et donc quand on nous a appelés, c'était fou parce que c'était comme si un rêve devenait réalité. Et au niveau graphique, en fait,
c'est la production qui a fait le choix. Parce que nous on nous a appelés pour faire ce qu'on sait faire. Il se trouve qu'on a travaillé déjà sur des livres qui sont parfois avec des propos un peu durs, mais toujours qu'on essaye de mettre en image pour que ce soit lisible et que ce soit, en fait, que ce soit graphiquement pas violent. Parce que comme on raconte des choses très violentes, on le fait passer aussi avec un graphisme un peu plus simple, avec des personnages qui ne sont pas forcément hyper détaillés. Donc voilà, je pense que le choix, enfin après Delphine pourra aussi argumenter de pourquoi ils nous ont choisi nous, mais parce que Benjamin Renner a dit à Didier Brunner que ce serait une super idée et je fais tout ce qu'ils disent. Oui. Voilà. On a la chance d'avoir des copains haut placés. J'entendais à ma gauche, tiens, c'est vachement bien ça, et vous découvrez en fait quelques images. Je me demande, Timothée les découvre aussi ou pas? Non, il a vu des... En fait, ça c'est des croquis que j'ai fait sur mon carnet en lisant le livre. C'est juste une image parce qu'en fait on fait donc il y a une pièce où les dessinateurs dessinent et les auteurs, enfin voilà, on travaille tous ensemble et on a vu une image qu'il était en train de faire et qu'il a terminée pendant qu'on était ici en train de manger, voilà. Ah oui, j'ai fait ça hier, hier soir. Ouais, c'est ça. Ouais, là c'est vraiment le tout début, hein. C'est les recherches, mais vous voyez que ça donne envie. Moi, en entendant les questions sur la trahison et sur je pense qu'il faut absolument que l'auteur vivant soit un avantage dans cette affaire. C'est-à-dire pas seulement pour ne pas me prendre une balle en prenant mon train tout à l'heure, mais parce que c'est pas possible que les auteurs soient des emmerdeurs ou soient des empêcheurs de créer, et donc on se jette sur les auteurs morts, qui sont finalement beaucoup plus frustrantes d'un certain côté, parce que faire des transformations de classiques, parce qu'on a beau dire, on a l'impression que Toby est un classique, c'est quand même un livre assez récent et qui a encore besoin d'être éprouvé par le temps pour vérifier que dans 5 générations on le lira. Et je trouve que c'est un... Et ça, je suis le bon client pour ça, vraiment, parce que ces collaborations sont pour moi un luxe incroyable. On est éclaboussé par le talent des autres, on en profite, on a l'impression que c'est nous qui l'avons. Donc moi, voilà, cette collaboration me passionne, et le fait que effectivement tous ces créateurs travaillent dans le même lieu aussi. J'entendais hier les débats sur est-ce qu'il faut que les scénaristes rencontrent les créateurs visuels. Là, c'est rencontrer tous les matins. Et ça, moi, ça me passionne. Ça me passionne. C'est vrai que c'est super important de parler. Enfin, c'est un peu comme nous quand on écrivait nos albums avec un scénariste, on parle des personnages comme si c'était nos copains, quoi. Enfin, vraiment, à chaque fois, ils existent, ils sont présents, on en parle. C'est des vrais gens qui existent vraiment. Et c'est ça, enfin, c'est pas des personnages ou quelque chose on est vraiment dans l'intimité avec ces personnages-là. Et le fait qu'on confronte à chaque fois nos perceptions, tout ce que ça implique, et c'est hyper important en tant que créateur graphique que la tranche des personnages et de ce qui dégage correspondent quand même à comme ça une vision qu'on partage, même si bien sûr à la fin c'est des choix et c'est nous qui choisissons, mais en fait on crée un univers qui existe déjà dans la tête de tout le monde, comme on disait tout à l'heure, et comment être le plus proche possible de cette vision un peu universelle et en même temps amener des particularités, amener du bizarre, amener des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, auxquelles un lecteur pas forcément visionnaire dans sa tête aurait pensé, parce qu'on va ramener des petites choses qui font que c'est un peuple qui a des caractéristiques propres, et qui vit dans un monde qui est difficilement imaginable, parce que
Nous, on fait pas 1 millimètre de haut, quoi. Enfin, moi, non. Donc là, vous avez des photos qui avaient été prises par Anne-Claire avec une figurine de 1,5 mm de haut, justement, et 5 mm. Et de 5 mm. Et donc, voilà, ça donne une idée des questions qu'on va commencer à se poser pour cet univers qui va être forcément très différent de tout ce qu'on a l'habitude de voir avec des lutins, quoi. Voilà, on est au niveau d'en dessous. Mais après, ça, c'est des considérations techniques de l'univers. Évidemment que l'essentiel va être de conserver, comme tu disais, l'âme. Non, mais c'est-à-dire que l'adaptation, elle va se faire, et je rejoins ce qui se disait au niveau du programme familial, c'est-à-dire que ce qui fonctionne, c'est l'émotion, et c'est cette émotion qu'on va essayer de conserver le plus justement possible. Parce que l'émotion parle autant aux petits qu'aux grands. Marie, n'hésite pas, si tu as le micro. Non, mais c'était en référence à ce que disait Sébastien sur les présentations des personnages. En fait, justement, la chose qui peut unir et faire que tous nos talents s'enrichissent mutuellement, c'est l'âme, justement. On les connaît très bien, les personnages. Il y a des choses qu'ils peuvent faire, des choses qu'ils ne peuvent pas faire. C'est toujours notre tannée, nous, de scénaristes, hein, puisqu'au bout d'un moment, qu'on le crée de toutes pièces ou qu'on l'adapte, ce personnage, en fait, qu'on le prenne déjà dans un roman, il a des limites propres à sa personnalité, et donc on est obligé de faire avec, comme des vrais gens, en fait, des personnages qui résistent. Tu ne peux pas le faire changer de personnalité comme ça, etc. Et donc on fait des présentations, et c'est vrai que maintenant le nouveau défi, que ce soit dans les décors ou dans les personnages, puis ensuite dans la mise en scène, ça va être de restituer cette âme. Et dans le dessin de Marie et Sébastien, là, c'est d'une simplicité qui est très complexe, en fait, parce qu'elle doit saisir, elle doit restituer l'âme de ces personnes sans tomber dans les clichés noir ou blanc, etc., méchants, gentils, là, parce que ça s'est affiché, les méchants, sur le tableau, mais ça, c'était vraiment une appellation de travail en interne. Mais... Et si aussi on va caractériser, mais pas... Enfin, après, il y a des personnages qui sont vraiment caricaturaux, mais c'est aussi que le personnage va exister dans son acting, dans sa voix, dans sa présence, et on ne veut pas mettre tout dans le design. Et en général, nous, quand on travaille, quand on fait des albums de bande dessinée, par exemple, on ne fait pas de recherche graphique au départ, on fait les trucs au fur et à mesure sur les planches, et en fait, les personnages commencent à vivre parce qu'ils sont mis en scène, parce qu'ils existent, parce qu'ils vont être dans des émotions. On n'arrive pas à faire des personnages qui sont juste les bras ouverts et qui tournent sur eux-mêmes avec aucune expression. Ça, on n'arrive pas à le faire. Donc, il y a des gens qui sont hyper plus techniques, parce qu'il faut le faire, parce qu'à un moment donné, on doit passer par là. Mais je pense que nous, ce qu'on essaie de faire avec Marie, c'est de justement que ce soit une matière qui soit là et qui soit ensuite qui va être une coque vide qui va être remplie par ses actions, par sa voix, par tout ça. Et ça, c'est Camille Elvis qui va devoir s'y coller. Par exemple, une des questions très concrètes qui se posent et qu'on ne visualise pas forcément en tant que lecteur, c'est que donc, dans cet arbre, les gens de l'arbre, est-ce qu'ils sont que blancs et est-ce que les pelés sont dorés? Donc c'est pareil, c'est des immenses discussions quand tout d'un coup il faut leur donner corps et il faut les incarner au sens propre du terme. Ça implique plein de choses. Donc les décisions qu'on a prises, par exemple, c'est que le peuple de l'arbre, c'est un peuple métissé, exactement comme celui des pelés en bas, et que c'est une des questions qu'on veut rendre très clair dans le dessin animé, c'est qu'à la fin, tout ça, c'est des humains. Pour que le message ne soit pas, il y a ceux du Nord et ceux du Sud, et qu'une fois qu'on a enlevé la frontière, on peut les distinguer les uns des autres. Donc ça, c'est des questions qui se présentent directement. Les autres questions très fortes qui arrivent, c'est que tout d'un coup, on est dans un monde de la verticalité et de la macro. Et qu'est-ce que ça implique? Est-ce que quand on a fait des images de vrais macros qui peuvent être totalement flippantes, hein, quand vous voyez une cigale avec un petit Toby à côté, c'est quand même
vraiment effrayant. Et donc, on va devoir doser en permanence, mais ils vont hyper bien en parler sur où est-ce qu'on triche et où est-ce qu'on triche pas sur ces histoires d'échelle. Que voit-il? Qu'est-ce qui est flou? Qu'est-ce qui est... Parce qu'après tout, nous, on voit les étoiles, ils vont les voir aussi. Évidemment, tout d'un coup, quand on pose un arbre dans une prairie, ça pose la question de qu'est-ce qu'il y a autour, comment ça se fait qu'ils se posent les mêmes questions que nous sur les autres planètes. Est-ce que ça veut dire que le prochain arbre planète est tellement loin qu'ils ne peuvent pas le voir? Ça nous oblige à répondre à toutes ces questions auxquelles Timothée a soigneusement pas répondu. Et si, je les ai posées aussi parce que ça a été tout un truc de savoir est-ce qu'ils tombent, est-ce qu'ils volent. Mais c'est un champ entier là de Timothée, tu voulais dire? Ce qui me touche dans tout ça, c'est que je reconnais des déséquilibres, des vertiges dans cette création qui sont exactement ceux que j'avais en m'attaquant à l'écriture de ce projet, c'est-à-dire se dire alors à quoi ça ressemble exactement ce livre par rapport à ce que j'ai pu lire, ce qui existe, à l'existant, et me dire eh ben je trouve pas, et ça je le vérifie à chaque fois que je présente à un éditeur un projet que j'ai envie d'écrire. C'est à chaque fois la question c'est dis-moi juste 3 livres qui sont un peu ce que tu veux faire, et je vérifie toujours que je ne peux pas en citer un seul. Alors en fait je peux l'encercler de loin le projet, mais alors c'est pas vrai en fait, évidemment je refais la même chose que tous les précédents, mais il faut que j'ai cette impression là, et le fait que ça n'est pas incompatible avec, c'est-à-dire cette manière de travailler n'est pas incompatible avec le fait d'aboutir à un projet industriel, enfin un projet industriel qui marche, qui tient la route, qui nourrit chacun, qui, voilà, mon truc, je suis parti en me disant, en regardant, si je suis descendu une fois de mon atelier en écrivant Toby pour aller voir les tables de librairie, j'ai vu Eragon, à ce moment-là, il y avait des dragons partout, des trucs. Je me suis dit, oulala, bon, je retourne vite travailler parce que non, je vais pas... sinon je vais commencer à me demander qui va bien pouvoir avoir l'idée d'aller dans cette librairie chercher ce livre-là. Résultat, c'est dans 31 langues de traduction. Vient d'être traduit en farsi il y a 15 jours en Iran. Et en allant au plus près du particulier, de l'intime, on atteint l'universel et on atteint... voilà. Ensuite, il y a une grande différence, c'est que tout ça coûte très cher. Alors que moi, je ne coûtais vraiment pas grand-chose en écrivant cette histoire, et que je l'ai écrit sans que personne m'attende, sans l'avoir proposé à un éditeur, et je l'ai envoyé par la poste un jour. Mais je pense quand même que là, il y a une foi, un acte de foi quand même, à un moment à avoir, de foi bien qui s'appuie ensuite sur la raison. C'est pas tout à fait la foi, mais quand même, il y a quelque chose, il y a un saut qui se fait à un moment. C'est vrai aussi, c'est vrai pour les publics, c'est vrai pour le côté feuilletonnant. En effet, c'est des nouvelles pratiques à inventer, mais il n'y a que ça d'intéressant. Ouais, moi sur l'univers, je vais quand même dire que effectivement, on a besoin de créer un univers singulier, mais ça reste, ça va rester un décor. Donc effectivement, il faut qu'il soit, comme tu disais, essayer de tendre vers quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et alors, on a déjà vu la nature, mais c'est vrai qu'à cette échelle-là, on la connaît pas. Mais malgré tout, ça reste une allégorie, et le propos, ce qu'on raconte, c'est pas ça. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'il y a autour, quoi. Voilà. Et qui enrichit énormément, mais ce qu'on raconte, c'est pas ça. C'est des psychologies de personnages, c'est une histoire de société, et c'est le développement, une quête initiatrice d'un enfant qui grandit. Alors j'ai 2 questions en une, parce que je voudrais revenir sur la notion de trahison, parce que j'ai senti qu'il y avait un peu de tension, puis j'aime bien.
Non, il est là, on peut pas le trahir, c'est Non, ça qui est non, génial. parce que voilà, le livre, comme tu viens de le dire, est une allégorie. Il y a pas mal de thèmes, l'amour, la nature, l'acceptation de l'autre, etc. Des choses qui peuvent être très sérieuses. Et puis en même temps, cette aventure est aussi très ludique, en fait. Donc vous avez, vous, j'imagine, au scénario, à faire des choix entre ces équilibres de l'émotion, le drame, la torture, et aussi cette partie plus addictive d'une narration, surtout dans ce format de série qui demande à aller au bout. Voilà. Donc cet équilibre-là, vous êtes déjà dans l'écriture, dans le scénario, de ces questions d'équilibre sur le ton? Oui, absolument. On a ces deux matières, enfin il y a plusieurs matières, mais on a ces caractéristiques qui sont complémentaires en fait. Et nous, depuis le tout début aussi, jusqu'au choix d'ailleurs du réalisateur idéal quand on l'imaginait, c'était vraiment de dire qu'on allait garder. Je crois que la chaîne aussi nous l'avait demandé, Timothée l'avait demandé, et Delphine était absolument d'accord et volontaire là-dedans. C'était que l'émotion soit montrée, soit explorée, qu'on n'ait pas peur de montrer, de mettre en scène toutes ces émotions qui traversent cet enfant et puis tous ces acolytes, qu'elles soient négatives ou positives. Ce sont des expériences qui sont importantes aussi de pouvoir montrer, de pouvoir explorer. Voilà. Et donc, dans Toby, aujourd'hui, dans l'écriture, là où on en est, il y a une alternance, mais c'est même pas seulement une alternance, c'est une complémentarité entre une fuite, les émotions de la fuite aussi. Enfin, il y a de la peur, il y a de l'essoufflement, il y a plein de choses, il y a de la fatigue. Enfin, voilà, de pas s'occuper de l'une sans l'autre, quelque part. Je voudrais poser la question à Pierre, parce que c'est aussi quelque chose qu'on vit quand on est créateur dans le dessin animé pour la télévision. C'est-à-dire que parfois, on est tout à fait d'accord sur les intentions au départ. On fait quelque chose qui s'appelle une Bible et sur lesquelles tout le monde dit c'est formidable. Le héros sera menteur, fera plein d'erreurs de jugement et n'hésitera pas à se battre avec ses amis. Et puis quand on l'écrit, c'est pas possible, ça passe pas. Alors est-ce que France Télévisions est vraiment dans le choix d'assumer ce qui fait aussi la partie drame de Toby Lowness? Même question en fait, cet équilibre comédie, aventure, drame, comment la chaîne envisage ça à l'avenir? Plutôt bien, merci. Encore une fois, on a lu le livre et même si on continue à défendre l'idée qu'on doit prendre des libertés par rapport au livre, ce qu'on veut, c'est avoir dans nos cases le propos du livre. Donc, il n'est pas question de faire de Toby un petit enfant surprotégé qui vivra aucune aventure. Mais une fois dit ça, on ne règle pas la question. Et de toute façon, la question n'est pas réglée sur une affaire de principe. On intègre, nous, des contraintes qui sont celles de la diffusion, qui sont qu'on est tenu de ne pas exposer un enfant à des images trop violentes. Et c'est dans ce trop violent qu'on peut dire tout et son contraire. Et que du coup, tout est soumis à une évaluation où c'est jusqu'au mix que le sujet la question va se poser. Donc voilà, on est heureusement entre gens bien et entre gens qui partagent les mêmes intentions. Je pense qu'il y aura des petites guerres sur ce qu'on n'autorisera pas nous et encore une fois, tu le rappelais, c'est un truc cher, non? C'est toi, Timothée. C'est un truc très cher de faire un dessin animé pour la télévision. Et quand bien même on autoriserait, nous, des choses, y a des partenaires étrangers indispensables au financement de ce projet qui ne les autoriseront pas forcément. Donc, on doit être et patient et
et se satisfaire de la seule chose qui compte, c'est qu'on est au service des mêmes intentions. Voilà. On a autorisé de montrer la mort dans les grandes vacances. Ce qui bizarrement ne nous a pas été reproché, ni en France, ni d'ailleurs dans les autres pays où ça a été diffusé. Ça veut dire qu'il y a à l'intérieur d'une œuvre des éléments de contexte et des éléments de mise en situation, de mise à distance et de réflexion en tout cas sur la réception qu'en fera un enfant, encore une fois, devant sa télé, pas dans une salle obscure où on est assuré qu'il verra tout du début à la fin, etc. etc. Enfin voilà, il faut juste intégrer ces contraintes-là. Une fois qu'on les intègre, on a une réponse commune à apporter à ces questions. Mais le fait est que Toby sera fugitif, sera sous le danger et une menace physique des méchants des Hauts-de-Seine, de son propre meilleur ami, et tout ça et tout ça. Toute la question est comment on va le traiter. Et c'est pas résolu encore. Donc tout ça est du work in progress, autant dans l'histoire que dans l'image. D'ailleurs, j'ai trouvé les photos de vacances d'Anne-Claire formidables. Et alors, au niveau du développement graphique, où est-ce que vous en êtes? Quand est-ce qu'on peut... Voilà. Et quel est le planning de ce projet? À quel moment est-ce que le public pourra découvrir Toby dans les meilleures projections? Alors, nous, on commence. Hein. C'était notre première semaine. Donc, vous avez vu... Eh oui, mais on dessine vite. Alors, vous avez vu le boulot d'une semaine. Non, c'est pas vrai. J'avais commencé un tout petit peu avant à faire quelques croquis. Mais après, c'est un vrai échange, en fait. Nous, on peut faire des personnages... comme je disais, nous, quand on fait un album, on ne se pose pas vraiment la question de quelle tête ont les personnages, on les dessine et puis après on les fait vivre. Là, c'est vraiment les échanges et il faut convaincre tout le monde que Toby est comme ça et que ça convienne à tout le monde. Donc, on s'est donné 3 mois pour créer cet univers, au moins la base solide de cet univers. Donc voilà, dans 3 mois, on aura plus de choses à montrer. 3 mois donc pour le développement graphique, pour le développement littéraire, vous avez une échéance, voilà. Alors nous, absolument pas. Justement, je pense que le gros danger pour nous serait de faire peser au développement des échéances calendaires qui vont forcément nous amener à accepter des partis pris qui naturellement vont être mis en question par l'arrivée du premier board, le machin, etc., etc. Encore une fois, on est sur un objet sur lequel les recettes à 3 balles de la production d'animation classique, pour lesquelles ces recettes-là ne sont pas satisfaisantes. Donc il faut accepter d'avoir été tous conquis par une option qu'on remet en question dès lors qu'on arrive à une étape suivante. C'est encore une fois, l'inconfort, il est vraiment plus pour le producteur et les auteurs sur ce projet que le diffuseur, qui à ce stade peut prendre le luxe de se dire on ne fixe pas d'échéance précise et définitive à l'aboutissement du développement. Nous on n'est pas dans l'inconfort. Hein. Nous, on est on s'éclate. C'est vraiment le projet de rêve où justement on est content d'aller bosser le matin. Enfin, moi en tout cas. Et je pense qu'on partage vraiment tout ça. Quand on arrive au bureau, on est à donf, quoi. Ouais, pareil. Non, mais c'est tout nouveau. Il y a énormément de questions du coup qui se posent. Voilà, donc beaucoup de doutes, beaucoup de choses à trouver. Mais ce qui est super, effectivement, c'est qu'on les cherche ensemble. Donc ça, c'est vachement bien. Et puis voilà, nous on arrive là avec déjà un travail colossal qui a été fait. Pouvoir relire le roman dans le bon sens, ça c'est incroyable. Du coup, voir comment il nous a arnaqués. Voilà, voir ce qu'on conserve tout. Ouais.
On va laisser un peu de temps aux questions, mais peut-être juste avant, je vais donner la parole à chacun d'entre vous si vous le souhaitez, ajouter quelque chose qu'on n'aurait pas abordé. Peut-être Delphine, j'imagine. Tu demandais quand est-ce qu'on va en voir plus. Je pense que peut-être à Annecy, ça va être beaucoup plus riche encore. Là, je pense que vous allez dessiner pendant 3 mois à peu près, non-stop. Donc quand vous voyez ce qu'ils arrivent à faire en une semaine, je pense que le WIP à Annecy va être fou. Et puis pour la suite, ce qu'on a prévu, c'est d'écrire pendant... Alors si ce développement est validé, si Pierre confirme qu'il veut bien qu'on continue, alors on écrira pendant tout 2018, enfin les scénaristes écriront tous les épisodes pendant 2018 parce qu'il n'est pas question de partir en prod sans avoir toute l'écriture. Moi, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais du coup, on a fait ça sur les grandes vacances. C'était vraiment plus confortable pour tout le monde. Et puis, voilà, donc on cherche des bordeurs. Et puis, et voilà. Et ensuite, pour la réalisation proprement dite, on a envie de travailler avec plusieurs réalisateurs. Donc, on continue à rencontrer des gens. On ne sait pas très bien comment on va faire. Moi, à peu près, la seule chose que je sais, c'est que j'ai envie de travailler avec des gens que j'aime parce que ça marche beaucoup mieux. Et notamment, comme hier, on parlait de l'écriture prototypale, on fait tous des prototypes dans ce métier. C'est passionnant. Mais voilà, il y a des moments où on croise des vraies emmerdes. Et donc... La seule décision de prod qu'on a fait tous les 4 avec mes amis de Tant Mieux, Marie, Thomas et Manu, c'est qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on bosse avec des gens avec qui on sait parler et avec qui on sait que c'est moins difficile d'avoir le courage d'un coup de fil compliqué parce qu'on sait qu'on va en passer quelques-uns dans les années qui viennent. Voilà. Et donc ça, c'est à peu près pour la ligne directrice, hein. Et qu'on travaille ensemble, voilà. Mais à part ça... Quelqu'un veut ajouter quelque chose? On peut parler de la question des femmes dans Toby Loneliness, puisque donc, dans le détricotage de cette œuvre, on a réalisé qu'il y avait beaucoup des bûcherons, des scientifiques. Donc, alors, en même temps, je dis ça, c'est vraiment pas sympa, parce que s'il y a un amoureux de l'amour dans cette salle, c'est vraiment Timothée. Je pense que les histoires d'amour qui racontent... Non, et Pierre aussi. Mais c'est vrai que tu campes les histoires d'amour les plus incandescentes et les plus pures. Enfin, vraiment, ça, c'est un truc... Bon, il faut lire. Après, nous, on ne peut pas remplacer l'expérience de lecture là, que vous n'avez peut-être pas eue. Bah, lisez Toby avant, franchement. Je pense que l'adaptation supportera votre prélecture. Enfin, en tout cas, on va bosser pour ça. Oui, et donc, alors les femmes, elles sont incroyables. Enfin, franchement, on a tous envie d'être les femmes des œuvres de Timothée. Pas seulement parce qu'elles sont aimées merveilleusement, mais parce qu'elles aiment incroyablement bien. Mais néanmoins, à la lecture, on s'est dit que ça manquait un peu de bûcheronne et qu'elles poireautaient quand même beaucoup toutes. Alors quand on se met à faire de l'action, elles attendent beaucoup les mecs. Donc bon, alors, ça a été un travail de Anne-Claire et Marie de les rendre un peu consistantes. Bon, attends, elles sont hyper consistantes, mais elles poireautent, quoi. Donc à vous. Alors les lignes d'action des femmes dans Toby Loneliness. Timothée, non, peut-être avant. Non, mais peut-être. Je suis complètement pétrifié devant mes personnages féminins qui doivent m'impressionner, me faire un peu peur, pour pouvoir passer, pour que je les laisse exister dans mes histoires. Et c'est peut-être ça qui se ressent, mais il y a un précédent quand même dans Homère où il y a quand même de la femme qui attend. Donc ça arrive aussi au plus grand. Mais il y a, j'ai pas trop. Mais effectivement là, je suis tombé sur internet sur des trucs qui disent que c'est, enfin très très rare, mais il y en a une là qui me poursuit. C'est Delphine qui publie sur. C'est Delphine, c'est ça, anonymement. Non, qui dit justement, qui dit un petit peu ça, sur la femme qui attend. Mais quand même, Elisha, je suis désolé, ou Ethel.
dans Van Gogh qui traverse l'Europe dans sa petite Napier Railton 1934 en 1930. 34 c'est pas possible. Donc en 1935, c'est pas quoi, Muc va dans la forêt, tu vois. Alors peut-être, ça dépend si on a beaucoup de questions. Soit on attaque les questions maintenant pour avoir un vrai échange avec la salle. Oui, on peut. Oui. Ouais. Voilà, allez, on fait ça. On ouvre la séance des questions. Alors à vous. Ah, 2D, ouais, on est parti sur de la 2D dessin, et du coup là on est dans les questions de fabrication. Ouais. Est-ce que ce sera total 3D, est-ce que ce sera semi-pantinisé, enfin voilà, on cherche. C'est très tôt encore. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. C'est très émouvant parce qu'il y a une sorte de dream team là, qui est devant nous pour ce projet. Et moi, j'ai eu la chance de lire les livres, de les offrir aussi. Et, enfin, voilà, et c'est vraiment très prometteur. Juste une question sur l'écriture, parce que vous détricotez, et est-ce que vous allez retricoter? Et est-ce que en retricotant, il y aura peut-être des flashbacks ou des choses qui vont recomplexifier, puisque évidemment, et comment est-ce que ces ingrédients vont être ressaisis et recuisinés? Merci beaucoup et on a hâte d'y être. Voilà. Alors, en termes de flashback, etc., en fait, l'idée, c'est de ne rien s'interdire. Donc, comme notre objectif, c'est de raconter l'histoire le mieux possible, eh ben, s'il y a flashback, il y a flashback. S'il y a flash forward, il y a flash forward. Voilà, ça c'est. On n'a pas d'interdit, en tout cas pour le moment. Tant que ça fonctionne, on ne s'interdit rien. Après, il faut savoir, le roman, il est construit en 2 tomes. Le premier tome est vraiment fait d'allers-retours temporels très enroulés sur eux-mêmes, ce qui est l'arnaque d'ailleurs et qui nous embarque complètement. Mais ce qui n'est pas le cas du 2e tome. Non, mais je veux dire, qui est plus linéaire. Et donc le choix qui a été fait par les scénaristes, ça a été de justement tout remettre dans cette chronologie plus classique, déjà pour bien voir tout ce qui se passe et comment et qu'est-ce qui marche pas, et voilà. Et après, je pense que quand on a un héros fugitif qui galope en permanence, il y a un moment au bout de 100 pages de course où le lecteur a le droit de se dire mais attends, mais pourquoi il court là, et donc moi la solution que j'ai trouvée dans l'écriture, c'était ces bulles de souvenirs ou d'énergie, du bonheur perdu, de ce paradis perdu qu'il cherche à retrouver, et donc c'est ça plus le mystère, puisque je choisis de faire courir un personnage à la première page et en lui emboîtant le pas, on va savoir pourquoi il court. Et je pense que c'est des procédés qui sont possibles dans l'écriture, qui sont plus difficiles à manier dans l'écriture de scénario, et sur des moments de diffusion plus étalés, plus coupés, donc moi je trouve ça un très bon parti pris, en tout cas, qu'il y ait un point de départ qui soit une volonté de remettre un peu d'ordre dans tout ça, et que le flashback devienne se raréfie un tout petit peu. Enfin, je trouve que ça marche, et c'est d'ailleurs la voie. Je ne veux pas m'engager aujourd'hui, mais je rêve mon prochain roman qui soit chronologique et ça commence par le début, ça se finisse par la fin, mais pour l'instant j'y arrive pas. Dans Van Gogh, la dernière scène, dernière page du premier tome, je m'étais dit c'est fini. Le 2e tome, je l'ai écrit complètement chronologique, et je crois qu'à la première page du 2e tome, ça commence Lakehurst, New Jersey, 1er septembre 1929, c'est-à-dire exactement 6 ans avant la dernière page du premier. Donc voilà, et en fait, mais à la fois, c'est très cinématographique. Ça peut l'être, ça peut l'être. Mais en plus, nous, on a le truc dans Toby Lowness d'un héros qui va vraiment avoir une progression au fur et à mesure de l'histoire, quoi. C'est-à-dire en fait, il y a, sur la temporalité, c'est aussi l'idée dans cette grande fresque initiatique, c'est que
Le héros se nourrit des expériences passées avec ses rencontres, qu'elles soient toxiques ou qu'elles soient positives. Il va puiser la force dans sa course, en fait, qui est une course qui pourrait se limiter à être juste le fait de s'enfuir. Mais en réalité, ce que ça montre, et c'est là où je pense que c'est un livre et j'espère une série qui va parler beaucoup aux enfants et qui est vraiment sur le fait de grandir, avec quoi on grandit, avec nos failles, avec nos forces. Et en fait, on va s'efforcer de présenter les personnages et de prendre du temps pour présenter la relation qu'ils entretiennent avec Toby. Donc là où on ne peut pas complètement respecter l'œuvre, c'est que si on nous présente un personnage à l'épisode, pour nous, qui correspondrait à l'épisode 2, et que réellement on le rencontre et Toby vit quelque chose d'important avec lui à l'épisode 6, alors là on va faire le choix effectivement de garder ce personnage au frais pour le mettre dans une cohérence narrative qui correspond, comme disait Anne-Claire aussi, à une des étapes d'évolution du héros qu'on a pu voir dans ce roman et qu'on compte restituer aussi au fil des épisodes. Donc on déconstruit et on reconstruit pour pouvoir offrir aux spectateurs cette compréhension profonde des liens, au final, qu'on a pu résumer comme étant des liens d'amour sous toutes ses formes, que ce soit la haine, la jalousie, l'incapacité d'aimer, enfin tout un tas de choses que chacun des personnages incarne. Il n'y a personne qui est dénué d'amour, mais des fois c'est sous des formes... sous des formes qui sont perverties, quoi. Faut faire un dessin animé. Voilà. Après, je dois dire aussi qu'il y a plein de scènes dans le roman, parce qu'on a l'impression qu'on bataille avec ce roman, mais c'est pas du tout le cas. Hein. Et il y a plein de scènes qui sont déjà, on les voit, quoi. C'est-à-dire que moi, à la lecture, il y a des choses que j'avais envie de storyboarder direct, tel que c'est raconté. Et ça, c'est super. Je me pose deux questions. La première, c'est le financement du développement, voilà, pour prendre le temps avec les auteurs de construire tout ce que vous décrivez, comment ça fonctionne. Et la deuxième, jusqu'à quel point vous anticipez, vous intégrez les questions de fabrication dans cette étape d'auteur et de création pour savoir comment ce sera fait dans un second temps. Alors moi, c'est le premier développement de ma vie et ça se passe très bien. Comme souvent, on a fait un budget et puis France Télévisions participe à 50% de ce budget. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a pas de question de timing, mais en fait, si j'ai bien compris, il faut qu'on rende les trucs pour avoir l'argent, donc il faut quand même qu'on ne va pas poireauter. C'est pour ça que je parlais de ton inconfort à toi. Ah oui. Ah, c'était joliment dit, dis donc. Et, mais ça va. Et pour le reste, du coup, on fait des dossiers pour aller chercher de l'argent vers toutes les autres instances, toujours super accompagnantes, qui participent pour les autres 50%. Et donc là, on en est et qu'on attend. On a fait des dossiers au CNC et au CNC, à Média bientôt. Et la fabrication, alors bon... Alors, pour le reste des partenaires, il y a la ZDF qui est intéressée. La ZDF, très gentiment, ils ont dit qu'ils ne viendraient pas dans le développement pour nous laisser les mains libres. Et peut-être qu'ils ne l'ont pas dit comme ça, mais moi, je l'ai compris comme ça. Enfin, je trouve ça cool qu'ils viennent après. Et puis là, il faut qu'on trouve 8 millions d'euros. Qu'on n'a pas le droit de dire ça. Tout le monde dit toujours le budget des trucs. Bon, voilà. Alors, on va chercher 8 millions d'euros, à peu près. Et et pour réunir tout cet argent, France Télévisions va être là. France Télévisions, ils vont nous accompagner, la ZDF, les régions, le CNC, et puis plusieurs régions. On a envie de travailler avec plusieurs régions, et donc plusieurs studios. Et puis voilà. Et puis à l'étranger, on a rencontré des Japonais de la NHK qui ont l'air de bien aimer cet univers. On va en rencontrer d'autres dans le monde. Oui. Juste pour compléter sur cette question, donc
donc d'abord le modèle que vous connaissez peut-être pas tous précisément, est que dans le meilleur des cas, France Télévisions participera à 30% financement d'une offre comme Toby. Ça veut dire que via CNC, région et autres aides institutionnelles, Delphine va pouvoir récolter entre 50 et 70% du budget. Mais ça reste pas complètement financé. Ça veut dire que la grande problématique de Toby est que ça ne peut pas plaire qu'à France Télévisions. Ça doit plaire aussi aux autres qui n'ont pas spécialement vécu l'expérience du feuilleton familial, etc. etc. Donc voilà un peu où est la grande difficulté pour des projets de cette nature, c'est-à-dire à côté de ce qu'est l'offre classique des cases jeunesse des chaînes de télé conservatrices, c'est que pour convaincre, il faut montrer. Et que pour montrer, il faut financer. Et que plus on multiplie les interventions autour du projet, plus on est sûr de rendre chèvre les auteurs. Parce que, encore une fois, sur du working progress, beaucoup des participants investisseurs se sentent obligés de donner un avis alors qu'il n'est pas réellement faisable, l'avis. Donc voilà, la logique, dans un monde merveilleux, la logique voudrait que Delphine finance toute seule ce développement, pour nous montrer à nous une image quasiment finie, un pilote de 52 minutes. Non mais en tout cas, pour qu'elle ait abouti la réflexion graphique, narrative, formelle, etc., etc. On voit à quel point ça charrie et des ressources humaines et des ressources financières qui seraient suicidaires pour elle de les porter toutes seules jusqu'à une étape assez avancée de développement. Voilà pourquoi nous, on est d'abord très fiers, mais très partants pour accompagner un projet comme celui-là. Le fait est que ça nous met, nous, tout à coup, dans une position un peu particulière, qui est que on participe au développement et on participe d'abord au bonheur de voir Toby devenir une œuvre audiovisuelle, mais aussi aux errances du projet. Ce qui fait qu'on sort un peu de notre fonction de diffuseur pour être accompagnateur de projet. Ce qui est vachement flatteur pour nous, vachement excitant, mais finalement assez inconfortable aussi. Bref, ça fout la merde, en vrai. Je vais vous faire réfléchir à ça. Pardon. C'est vrai, c'est-à-dire que non mais sur le fait que France Télé doit penser un peu au-delà de ses propres réserves sur comment ce dispositif va pouvoir toucher très au-delà des spectateurs de France Télé. Et pour qu'il soit viable, il faut être peut-être un peu plus encore l'avocat du diable de temps en temps pour penser, pas penser simplement à ses exigences de diffuseur. Techniquement, oui. Sur la fabrication ? Ah bah oui, on va commencer à y penser, mais du coup là c'est vraiment, oui, c'est la grosse question. Et on n'a pas résolu encore. Voilà. C'est-à-dire que j'ai des pistes, mais mais ça va arriver. C'est-à-dire que dans un premier temps, justement, on cherche l'objectif qu'on aimerait atteindre, et puis après on va étudier les manières de l'atteindre et de le revoir à la baisse peut-être, ou de le revoir différemment. Enfin, c'est-à-dire que voilà, c'est le début, quoi. J'ai une question sur le financement. Est-ce que dans le cadre du financement, les diffuseurs alternatifs, mondiaux, les nouveaux entrants, est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé ou qui n'a pas sa place dans le financement d'une offre comme celle-ci ? Pardon ? Dans le développement ? Non, pas dans le développement, après, mais pour le futur, ouais. Ça veut dire s'il y a d'autres diffuseurs qui sont intéressés ? Voilà, Netflix, Amazon, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui... puisque j'y pense parce qu'on est sur une série feuilletonnante, qu'on sait que c'est le modèle un peu de on n'est Netflix, pas du tout allé exemple. les voir encore. On va trouver leur mail, mais on n'est pas encore allé les voir.
C'est des gens, c'est pas facile d'avoir leur mail comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Un truc qu'on n'a pas bien précisé, mais oui, Toby, donc on vous a dit, il commence à 7 ans et il finit à 17 ans à peu près dans le livre. Ça aussi, c'est des grosses questions. Ben, on va quand même le garder au moins à 2 âges. Hein. Ouais. Pas à 7, 11, 17. Alors on est en train de voir, mais bon, comme ils font 2 mm, du coup, quand ils grandissent, ça se voit moins. mais on est vraiment au stade des questions encore. En juin, on en saura beaucoup plus sur ces questions. En tout cas, on a demandé au Carrascoët de faire des designs où il vieillit. On a au moins 2 Toby, 2 Elisha. Après, pour la question de si on pense au fait que ce soit animé après, évidemment, nous, en tant qu'auteur graphique, au départ, on est censé faire un peu ce qui nous passe par la tête et puis de débrider notre créativité en ne pensant à rien. Mais sauf que c'est pas vraiment le cas parce que avec Marie, on a déjà travaillé dans le dessin animé, on a déjà collaboré en tant que storyboarder, en tant qu'animateur. Donc en fait, on sait les tuyaux que ça va prendre et pour arriver à un résultat. Donc en fait, on a déjà ça en tête. Donc bien sûr, au niveau de la création, déjà on pense au fait que au niveau de la production, il y a des choses qui vont être hyper compliquées. Donc parfois on les dessine juste pour se faire plaisir, mais on sait que c'est pour aussi essayer de simplifier, pour trouver des choses. On n'a pas encore trouvé le bon, comment t'appelles ça, un pipeline, je sais pas quoi, le process. Mais nous, quand on dessine, et puis aussi, c'est notre dessin, c'est qu'on essaye plus de simplifier que de complexifier. Dans cette optique de rendre vivant et qu'il y ait des choses qui soient animables sans avoir à faire des... Même sur les vêtements, des choses infaisables, quoi. Bon, on s'approche de la fin de cette table ronde. Il nous reste 3 minutes. Alors, soit pour entendre une dernière fois peut-être les auteurs ou Timothée sur cette grande aventure, ou pour poser une ultime question dans la salle. Bon, pas de questions. Alors, je voulais remercier tous les auteurs là présents d'être venus. Je ne sais pas si vous imaginez un peu tous les auteurs d'une œuvre de collaboration comme celle-ci sont venus vous présenter leur travail, et je voudrais qu'on les remercie. Le mot de la fin. Non, le mot de la fin, c'est le fait que je suis pas mécontent de regarder ça aussi avec un peu sur le côté et de passer assez franchement la main et d'être là parce que je carbure sur d'autres choses aussi, et qu'il y a eu un projet avant dans lequel j'étais justement très partie prenante à écrire. Et pour ce projet précis qui est lié vraiment à ma chair et à mon sang, ce projet de Toby, puisque c'est le premier roman que j'ai publié, je suis vraiment, vraiment heureux de pas me retrouver tout seul avec juste Pierre et éventuellement Delphine à parler du projet. Voilà. Donc c'est vraiment, je suis le plus chanceux et croyez pas, j'ai l'air de faire comme ça me paraissait normal tout ça, mais évidemment, j'en reviens pas. Merci à vous tous et bonne chance.